Ma prédiction, c'est que la dette de l'Italie va être upgradée par les agences, que la dette de la France va être dégradée, et que de facto, parce que c'est tout naturel et logique, vous allez avoir des stocks de dette français qui vont perdre de la valeur pendant que vous allez avoir des stocks de dette italiennes qui vont gagner en valeur. Et vous allez avoir, c'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo, ce que je vais tenter d'expliquer, des hedge funds qui sont les acteurs de marché, mais qui représentent quand même 50% d'implication sur le marché obligataire mondial et qui ont les motivations les plus spéculatives. Ceux qui veulent faire du cash, qui veulent gagner de l'argent, sont les hedge funds. Il y a deux catégories d'investisseurs. En réalité, sur la dette publique, il n'y a pas d'investisseurs. Oubliez tout ça. Quand vous entendez à la radio, à la télévision, des gens qui vous disent « les investisseurs achètent de la dette publique », c'est faux. Il n'y a pas d'investisseurs. Il y a des acheteurs de dette qui ont des motivations spéculatives sur le marché secondaire, sont les hedge funds, et il y a des acteurs qui ont des motivations sécuritaires sur le marché primaire et qui ont des contraintes surtout, solvabilité 2, qui ont des contraintes réglementaires et qui sont obligés de détenir dans leur caisse des stocks de dette classés AAA, B, C, même si on le tolère, mais en tout cas en proportion par rapport à un cahier des charges. Le cahier des charges européen, c'est solvabilité 2, c'est la même chose aux États-Unis, c'est le même principe. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que personne ne va se réveiller. Vous êtes peut-être un investisseur, vous qui m'écoutez. Est-ce qu'il vous est souvent arrivé de vous réveiller un matin en vous disant « je vais investir sur de la dette française ou sur de la dette italienne ». Non. Vous le pouvez. Bien sûr qu'il y a des gens plutôt professionnels, investisseurs, qui vont acheter des titres obligataires. Oui, ça arrive, mais l'essentiel des investisseurs privés. Sur le portefeuille des investisseurs en France, en tout cas, je crois qu'il doit y avoir 30% d'exposition au marché action et à peu près 12% au marché obligataire. Et l'essentiel de cette exposition se fait par des conseillers en gestion de patrimoine, j'ai rien contre, attention, mais qui vont investir via des produits avec des liquidités, donc sur des compagnies d'assurance, par des placements dans des compagnies des assurances-vie, mais pas par des investisseurs qui sont allés eux-mêmes acheter des titres obligataires. C'est ce que je veux dire. Donc, première notion à prendre en considération, c'est qu'il n'y a pas d'investisseurs, il y a des acheteurs de dette. Pourquoi ces acheteurs achètent la dette? Raison sécuritaire, obligatoire, entre guillemets, donc ça va être les banques sur le marché primaire, compagnies d'assurance, fonds de retraite, et sur le marché secondaire, les hedge funds. Pourquoi les hedge funds peuvent se permettre d'être moins sécuritaires? Parce qu'ils sont moins réglementés. Pourquoi ils sont moins réglementés? Je ne le sais pas. En réalité, je le sais, mais je veux dire, personne ne le sait, c'est pas officiel, c'est assez opaque. Si vous posez la question à l'autorité des marchés financiers, à la Security Exchange, les responsables vous diront certainement qu'étant donné que les hedge funds ne travaillent pas avec les liquidités de monsieur et madame tout le monde, comme les compagnies d'assurance ou les fonds de retraite qui vont avoir entre les mains finalement l'avenir de petits épargnants, il n'est pas nécessaire de les réglementer autant que les compagnies d'assurance. Et ces hedge funds qui sont bien souvent installés dans des paradis fiscaux, en tout cas dans des juridictions qui permettent d'avoir une forme de flexibilité, d'opacité dans la façon d'opérer, ça va être beaucoup les îles Caïmans, beaucoup à Miami, aussi à Dubaï, ces hedge funds vont beaucoup acheter justement pour des raisons spéculatives, vont vouloir faire du cash. Et je pense qu'ils vont avoir le raisonnement que j'ai ce soir, là, que je vous partage, c'est-à-dire que la dette de la France va perdre de la valeur parce que la note va être dégradée. Les notes, il y a déjà des perspectives, comme ils disent, qui sont négatives sur les notes françaises, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, S&P, donc sur la dette de la France, et que la dette italienne va prendre de la valeur, les hedge funds ont aussi ce raisonnement-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fonds qui vont être plutôt, évidemment, avoir tendance à se délester de la dette de la France qu'ils ont en portefeuille et qui vont avoir tendance plutôt dans l'intervalle à acheter de la dette italienne. Je pense que la dette italienne, aujourd'hui, est sous-évaluée. La note de la dette de la France aujourd'hui, c'est un 17 sur 20. La note de la dette italienne, c'est 13-14 sur 20 à peu près. C'est bas par rapport à la stabilité de l'Italie, par rapport à la prospérité de l'Italie, par rapport à... Il n'y a plus de déficit en Italie, ils sont revenus à 3%, ils étaient à 7, quand nous, on va vers les 7 alors qu'on était à 3. On n'exporte rien, les Italiens exportent beaucoup, ils ont des exportations qui sont
absolument nécessaire partout dans le monde. Il y a une bonne dynamique, un tissu entrepreneurial. La seule chose qui m'inquiète sur l'Italie à la rigueur, c'est la dépendance à des fonds européens qui peuvent être une arme à double tranchant, dont la croissance italienne va dépendre. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe a pris tant de poids que si vous êtes un pays européen, vous êtes obligé, on le voit avec Viktor Orban, de composer avec l'Union européenne à vos risques et dépens. Et vous allez parfois perdre des occasions à cause de l'Union européenne. Vous allez avoir une monnaie qui va pas être à votre taille, qui va être surévaluée. Vous allez avoir beaucoup de contraintes réglementaires et parfois vous allez avoir beaucoup de fonds qui arrivent parce que c'est aussi le principe de l'Union européenne avec finalement des vocations assez floues et beaucoup d'argent qui va contribuer aussi à votre croissance. Et tous les pays européens aujourd'hui dépendent justement, mais c'est une Pierre et Paul qui habillent l'un pour déshabiller l'autre, qui déshabillent l'un pour habiller l'autre, mais c'est un tour de passe-passe, ça va être de l'argent français évidemment pour le cas de la France ou italien, qui passe par l'Union européenne et qui va revenir dans les caisses du pays initial. Mais en attendant, la mécanique fait que les pays sont tenus par le système européen et ne peuvent pas s'en affranchir ou tout au moins le défier autant qu'ils le voudraient ou qu'ils le devraient. Seul point qui me préoccupe donc pour l'Italie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation de la France est vraiment compliquée et pourtant, il n'y a qu'une seule question. Si j'avais François Bayrou, comme je vous le disais, entre les yeux aujourd'hui, entre quatre yeux, je lui dirais pourquoi surendetter le pays alors que celui-ci a besoin d'être désendetté. La seule chose à faire aujourd'hui, c'est d'émettre moins de titres obligataires sur les marchés financiers dont nous sommes dépendants et de réduire notre dépendance aux marchés financiers. On a donc 55% de dette extérieure aujourd'hui, avec 75% d'acquisition par des étrangers sur ces 3 dernières années. C'est-à-dire que la fourchette qui est entre les 55% de dettes qui sont à l'extérieur et les acquisitions actuelles de la dette que l'on émet va vers une proportion beaucoup plus importante d'acquisition par des fonds étrangers. Ça veut dire tout simplement que durant, à cette hauteur-là, les années qui viennent, on a un minimum sur ces 60 milliards, 70 milliards selon les estimations de la Commission européenne de coûts de remboursement de la dette par an, on a une fuite de capitaux de 30 milliards, 40 milliards par an qui sert donc à nourrir, engraisser des fonds qataris, saoudiens, américains. Je ne sais pas comment ça se passe pour les remboursements de dettes russes, mais c'est gelé, des fonds chinois, et donc un appauvrissement massif du pays qui est opéré. Et la seule chose à faire réellement aujourd'hui est de dire, de s'engager auprès des Français, le directeur du Trésor, ministre des Finances, François Bayrou, Premier ministre, à se mettre sur la voie du désendettement et à émettre moins de titres obligataires. Je sais que c'est pas la musicalité du moment. Même les Allemands, qui étaient plutôt prudes, disons, ont fait fi de toute leur réglementation en matière de toute leur, on va dire, raison, censure par rapport au surendettement pour pouvoir s'endetter, les fameux 500 milliards d'endettement allemand. Je parlais de la Grèce précédemment parce que la Grèce est l'exemple à la fois le plus criant de l'échec européen, monnaie qui n'était pas adaptée au pays, monnaie trop forte, comme nous avons une monnaie trop forte qui nous sert pas par ailleurs, parce que moi j'ai une question à poser à nos élites dirigeantes, directeurs du Trésor, justement sur le plan financier. Puisque nous avons aussi une monnaie forte, comme les Suisses, qui n'émettent pas d'obligations indexées sur l'inflation sur les marchés internationaux, pourquoi nous émettons des titres obligataires français, je crois que c'est encore 12% à peu près des émissions, indexés sur l'inflation, c'est-à-dire européenne en l'occurrence, c'est-à-dire que nous nous engageons à être encore plus séduisants qu'il ne nous suffit de l'être finalement auprès des investisseurs, auprès des acheteurs de titres, alors que l'agence France Trésor nous rappelle systématiquement que lorsqu'il y a une obligation qui est émise, il y a 4, 5, 6 offres en proportion par rapport au montant qui est demandé sur les marchés. Exemple individuel, vous cherchez à lever 200 000 euros. On vous en propose 800 000. Est-ce qu'il va vous venir
la saugrenue idée de dire à vos prêteurs que vous allez mettre en garantie votre maison de campagne ou votre voiture ou votre bateau, que ces prêteurs ne vous avaient pas demandé de mettre en garantie. Ils vous prêtent déjà vos 200 000. Prenez-les. Pour la dette, c'est exactement la même chose. Pourquoi vous engager à rembourser des rendements indexés sur une inflation qui va probablement, l'inflation européenne, être à la hausse durant les 10, 15, 20 années, puis ce sont des titres qui ont 20 ans à peu près de maturité, et donc rembourser plus et engranger plus, entraîner davantage de sorties de capitaux, alors que vous avez déjà suffisamment de demandes sous le prétexte, justement, de cet euro fort. Comme je le disais précédemment, les Suisses, qui ont aussi une monnaie forte, un franc suisse, n'émettent pas de titres obligataires indexés sur l'inflation. Donc, question, si directeur du Trésor ou des employés de Bercy nous écoutent, n'hésitez pas à poster votre réponse en commentaire ou à nous solliciter. On vous répondra et on sera ravis de débattre avec vous à ce propos. Les hedge funds qui font donc la pluie et le beau temps sur le marché secondaire et qui peuvent avoir, parce qu'ils opèrent beaucoup avec des effets de levier, dont les actions peuvent avoir des conséquences très directes sur le marché. Les agences de notation qui font la pluie et le beau temps en matière réglementaire, les banques centrales également, Banque centrale européenne qui avait acheté, on s'en rappelle, entre 2015 et 2018, pour des milliards, alors que ça n'avait pas de sens à l'époque, à peu près 11 milliards par mois de dette allemande, alors que les taux étaient autour de zéro, faisant pression à la baisse sur des taux qui étaient déjà autour de zéro, et c'est pour ça que vous vous étiez retrouvés, parce que l'effet peut être opéré dans un sens comme dans l'autre. Autant vous allez avoir des dettes qui vont perdre de la valeur, que vous allez avoir des dettes qui vont parfois avoir une valeur qui excède leur valeur nominale, ce qui avait été le cas pour la dette allemande. 2015-2018, à peu près, Banque centrale européenne achète beaucoup de dettes sur le marché secondaire, de Bunds allemands. Donc vous avez une valeur initiale qui était à 100, et vous avez finalement une valeur qui dépasse. Donc vous avez des acheteurs, compagnies d'assurance, comme j'expliquais précédemment, c'est pour ça que je disais ça en préambule, sont les acheteurs qui étaient obligés, qui étaient contraints de détenir de la dette allemande en portefeuille, qui vont acheter de la dette en perdant de l'argent. Je vous garantis qu'il n'y a aucun investisseur qui achète un actif pour perdre de l'argent. Le seul investisseur qui achète un actif pour perdre de l'argent, c'est un investisseur qui est obligé de détenir cet actif. Et là est le problème, c'est que vous avez un système aujourd'hui financier, comme je le dis régulièrement, qui est un système obligataire dans lequel il y a une pénurie de titres que l'on considère à tort comme étant des titres de première catégorie et des titres sûrs sur lesquels il n'y aura jamais de défaut. Si la musique change, et elle est en train de changer, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir des titres privés également qui vont gagner de la valeur et sur lesquels il va y avoir plus de demandes. Donc si vous avez une dette française qui perd en valeur, parce que les agences de notation abaissent la note de la dette de la France, vous allez avoir dans l'intervalle, au-delà de la dette italienne qui va prendre de la valeur, prédiction que j'exposais précédemment, des obligations privées et une motivation pour des sociétés privées, LVMH, Airbus, ce type de sociétés, donc des obligations privées de ces sociétés qui vont prendre de la valeur parce qu'elles vont être mieux notées, et qu'il va y avoir une forme de logique de marché également, même dans l'estimation de la dette, qui fera qu'on considérera que ces obligations exposent pas vraiment plus à des risques que la dette de la France. La dette de la Grèce, qui a été en faillite, la Grèce, massivement, je le dis, les raisons de la faillite viennent de l'Europe et viennent de l'euro. La Grèce, qui était un pays comme le Portugal d'ailleurs, qui avait une économie qui était axée sur les petites exportations, l'alimentaire, le tourisme, n'avait pas besoin, au contraire, d'une monnaie trop forte. Vous savez que les Russes aujourd'hui, personne ne vous le dira, vous savez que le rouble a gagné de la valeur face au dollar depuis le début de l'année. Contrairement à ce que disait, je voyais sur LCI un papier une courbe parfaitement inversée avec un rouble qui perd de la valeur. Non, le rouble a gagné de la valeur depuis le début de l'année face au dollar, et ça paralyse beaucoup de sociétés russes qui sont déjà paralysées par les sanctions. Et avoir une monnaie trop forte lorsque sa force ne vous permet pas dans l'intervalle d'en profiter, exemple des obligations indexées sur l'inflation que j'exprimais précédemment, paralyse un pays et paralyse une économie et la met
sur une situation, sur une pente naturellement mortifère. La Grèce n'aurait pas dû intégrer l'Union européenne. Sa dette a été restructurée par l'Union européenne qui l'avait disposée tout simplement sur la voie de la faillite. Et entre-temps, il y a beaucoup de fonds, Paulson, Citadel, des fonds, des hedge funds qui justement ont spéculé sur la dette grecque pendant quelques années et qui ont profité d'acheter de la dette grecque lorsqu'elle était vraiment dans le creux de la vague, c'est-à-dire lorsqu'elle valait 50 ou 60 au lieu de valoir 100 et qui l'ont revendue quand elle est remontée ensuite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'augmentation de la note, le upgrade sur une note, en l'occurrence italienne, ou la dégradation d'une note, en l'occurrence française, ce que je prédis, c'est pas les élucubrations de Tom Benoît à Saint-Tropez, c'est ce qui se produit pour tous les pays, comme je le disais, dont l'économie va mal et pour lesquels l'économie va bien. Et les pays comme le Portugal, comme l'Espagne, comme la Grèce, qui ont vu leur note upgrader ces derniers temps, l'ont vu upgrader parce que leur situation financière, mais surtout économique, s'est améliorée. Lorsque la Grèce était quasiment en faillite, lorsqu'on a restructuré sa dette, la Banque Centrale Européenne avait même accepté que les dettes notées triple C, donc des dettes à très haut risque, quasiment des poids, puissent servir de collatéral. Donc pas, vous savez qu'on est dans un système, il faut bien comprendre que le système financier, le système monétaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui est un système de collatéral. Et c'est pour ça que les Américains sauvent le dollar via le Genius Act, qui est un vrai coup de génie, comme je l'ai exprimé. Vous regarderez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Le Genius Act permet tout simplement de matérialiser à travers un stablecoin émis par des sociétés américaines du dollar, qui va être du dollar à travers du USDT, du stablecoin, ou d'autres stablecoins, mais à travers, en tout cas, un jeton qui a pour collatéral à 1 pour 1 de la dette américaine. Donc le collatéral, c'est le titre de dette. Et le système dans lequel nous sommes, c'est vraiment la base, considère que les dettes qui sont sûres sont des dettes qui sont bien notées. Et tout ceci est en train de changer parce que beaucoup des pays européens sont si mal gérés aujourd'hui, financièrement parlant, sur le plan budgétaire, que leur dette ne peut plus être bien notée. Et que ces notes, ces agences de notation vont être obligées de réviser leur jugement et que cela représentera donc un bouleversement comme ça l'a représenté pour la Grèce, mais qui aujourd'hui, les émissions grecques, c'est à peu près une dizaine de milliards par an sur les marchés. Donc c'est quasiment rien. Pour la France, c'est 300 milliards. Pour l'Allemagne, pour l'Italie, c'est beaucoup de centaines de milliards également. Et vraisemblablement, ce sera de plus en plus durant les temps qui viennent. Donc sont des pays qui sont dépendants des marchés internationaux. Et je le redis une fois de plus, vous pouvez tourner le sujet dans tous les sens. Il n'y a qu'une seule vraie question. Se mettre sur la voie du désendettement, et les politiques responsables aujourd'hui en poste devraient s'engager à émettre moins de titres obligataires plutôt que de s'attarder sur des réglementations abracadabrantesques, les obligations vertes par exemple. Ça n'a pas de sens. Que vous émettiez, je crois que le volume des émissions aujourd'hui en France qui sont qualifiées comme étant vertes, c'est 25 ou 30%. Ça sert à rien. C'est de la littérature à côté du problème de la dette qui est un problème de prélèvement. Je dis systématiquement, surendetter un pays, c'est disposer ce pays vers la voie de la surimposition et de la surtaxation et mettre en première ligne une population à la ponction par l'augmentation des frais de notaire, des taxes, de la TVA, des impôts sur le revenu, des impôts sur les successions. C'est ça un pays surendetté. C'est pas simplement, comme on le dit régulièrement, la dette qu'on va laisser à nos enfants. C'est pas ça, un pays ne rembourse pas sa dette en totalité, je le sais. Mais lorsqu'un pays est surendetté, ce même pays est obligé de créer des taxes exceptionnelles. Et c'est ce qui s'est produit ces dernières années et c'est ce qui va continuer à se produire si on ne décide pas d'un commun accord en France, mais faudrait-il qu'on ait la main et que nous puissions le décider sans être pieds et poings liés, justement avec une banque centrale qui n'est pas la nôtre et avec une commission qui n'est pas la nôtre, de se mettre sur la voie du surendettement. Donc pour résumer, le système aujourd'hui est régi avec 2 axes, hedge fund sur le marché secondaire, agences de notation, institutions officielles sur le marché primaire, banques et compagnies d'assurance,
Et ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir une dette française qui va être dégradée et une dette italienne pour nos voisins les plus proches qui va être upgradée.